Bonsoir, le Père Noël n'est pas passé pour François Hollande, lui qui depuis un an s'accroche à sa promesse d'inverser la courbe du chômage. Alors logiquement, il faudra attendre fin janvier pour avoir une vue d'ensemble sur l'année 2013. En tout cas, le mois dernier, la baisse du nombre de demandeurs d'emploi du mois d'octobre, elle ne s'est pas confirmée. Alors est-ce qu'on va surinterpréter dans un sens comme un autre cette hausse du chômage en novembre? Tiens, au fait, finalement, est-ce que c'était pas une promesse empoisonnée de la part de François Hollande? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, plus 1,5% en novembre, 17 800 demandeurs d'emploi supplémentaires. Vous avez la parole comme tous les soirs avec nos décodeurs de l'écho sur le compte Twitter des décodeurs de l'écho, avec l'adresse mail également lesdécodeursdelécho@bfmbusiness.fr. Les décodeurs de l'écho qui sont là toutes les vacances de Noël. Alors, plusieurs grands rendez-vous d'ici 20h30, on est en direct bien entendu. Quand le président de la République pourra-t-il dire « ça y est, j'y suis arrivé », la fameuse inversion de la courbe du chômage? Est-ce qu'elle aura lieu? Le gouvernement prétend ce soir que c'est fait. Oui, mais qui y croit encore? Qui y croit encore? Surtout que les emplois aidés masquent peut-être la réalité, vous le savez. Que faudrait-il pour que le chômage recule durablement? Et puis, dernier point, là on parlera beaucoup plus de stratégie, de communication. La promesse de François Hollande, est-ce que c'était pas un pari risqué, un pari très politique? Est-ce qu'il fallait s'accrocher autant à cette promesse? Nos décodeurs de l'écho. Il y a le député socialiste du département des Hauts-de-Seine, Jean-Marc Germain, avec nous également Benaouda Abdedaïm, éditorialiste économique à BFM Business, Bertrand Martineau, il est économiste, auteur de Comment inverser la courbe du chômage, et puis Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CGPME. J'ai beaucoup de questions. On va essayer de bien comprendre aussi la stratégie, la communication ce soir du gouvernement, qui à mes yeux n'est pas extrêmement claire. Mais enfin, en tout cas, j'ai des questions à vous poser. Alors, bon ou mauvais, chacun y va de son interprétation sur les chiffres du mois de novembre. Derrière ces chiffres, Michel Sapin y a insisté tout à l'heure, il y a les emplois aidés, ce qu'on appelle le traitement social du chômage. D'ailleurs, gauche et droite ont excellé en matière d'emploi aidé. C'est ce que nous rappelle Dorothée Balzan. Les emplois aidés, ce sont par exemple les contrats de génération. Ils permettent d'employer un jeune tout en gardant un senior. Ce sont aussi les contrats d'avenir. Grâce à eux, on peut être recruté et suivre une formation en parallèle. Coût total du dispositif cette année pour l'État, entre 4 et 5 milliards d'euros. Le ministre du Travail, Michel Sapin, juge le dispositif efficace et souhaite le poursuivre. Au début de l'année prochaine, il y aura des emplois d'avenir en plus. Et nous allons tout particulièrement concentrer l'utilisation de ces emplois aidés sur les chômeurs les plus âgés et sur ceux qui sont des chômeurs de longue durée, les deux catégories dont je vous disais qu'aujourd'hui ça n'allait pas. À droite, on critique la méthode. Selon le vice-président de l'UMP, Christian Estrosi, les contrats aidés masquent la réalité. Si on est avec un chômage qui est à la baisse, ça veut dire que le gouvernement qui aura déployé tous ses efforts pour faire signer des contrats aidés, des contrats d'avenir, c'est-à-dire de faux contrats, des contrats sous perfusion d'argent public, aura réussi de manière artificielle à faire baisser le chômage. Et pourtant, à l'époque où elle était au pouvoir, la droite ne s'est pas privée de faire appel aux emplois aidés. En 1995, sous Juppé, il s'appelait Contrat Initiative Emploi. En 2004, sous Raffarin, Contrat d'avenir. L'économiste Henri Sterdignac nous rappelle que le dispositif ne date pas d'hier. On va atteindre à peu près 350 000 emplois aidés à la fin de cette année. On est loin encore des records. En 1995, on avait 450 000 emplois aidés. En 2000, on a atteint 500 000 emplois aidés. Donc le chiffre est tout à fait raisonnable, peut-on dire, en période de mauvaise conjoncture. D'après les chiffres officiels, l'impact sur l'emploi à long terme est mitigé. 6 mois après la fin d'un contrat aidé, 4 bénéficiaires sur 10 occupent un emploi. Voilà, on va revenir justement sur l'utilité, l'impact de ces emplois aidés. Voilà les explications de Dorothée Balzan. J'ai dans les mains le communiqué de Michel Sapin qui est tombé tout à l'heure, donc à 18h pile. On entendra d'ailleurs tout à l'heure Michel Sapin. Que nous dit-il, le ministre du Travail? Il rappelle que le chômage progressait de 30 000 à peu près par mois au premier trimestre.
18 000 par mois au deuxième trimestre, 5 500 au troisième trimestre. Et je lis toujours le communiqué officiel. Sur les 2 premiers mois du quatrième trimestre, octobre et novembre, l'évolution est à la baisse de moins 1350 en moyenne par mois. Conclusion, l'inversion de la courbe du chômage est donc bel et bien engagée en ce quatrième trimestre 2013. Benaoud Abdeldaïm, est-ce qu'on ne fait pas dire un peu n'importe quoi aux chiffres? C'est-à-dire que vous avez une moyenne sur 3 mois, vous avez des moyennes sur 2 mois, et vous ne pouvez pas avoir 3 moyennes sur 3 mois et une moyenne sur 2 mois. Statistiquement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'autant que quelques lignes dès l'attaque du communiqué de presse, le ministère du Travail précise bien que les véritables données pour l'ensemble de 2013, c'est le 27 janvier, parce qu'on aura les statistiques pour décembre. Et en fait, en réalité, il faut attendre le 6 mars pour avoir l'ensemble des données réelles, c'est-à-dire le taux de chômage au quatrième trimestre 2013, oui, où là, on aura le taux de chômage, qui est véritablement la courbe réelle. Et donc là, on agrège octobre, novembre, on fait une moyenne, mais on préjuge totalement de ce que sera décembre. Peut-être que décembre, ça sera moins 40 000, peut-être que décembre, ça sera plus 40 000. Et donc, cette moyenne de 1350 en tendance n'a pas de sens statistique. Donc, d'un strict point de vue de la méthode, il y a quelque chose qui pose problème. Bon, alors, Jean-Marc Germain, le politique, je ne sais pas si c'est facile de faire de la politique dans ce cadre-là, mais on a les chiffres du chômage qui grimpent, mais en même temps, quand on écoute le gouvernement, ils baissent. Alors, expliquez-nous. En réalité, vous avez résumé les chiffres, il faut prendre un peu de recul. Vous savez, moi je suis député, mais je suis aussi économiste et statisticien. J'ai appris à ne pas regarder au mois le mois les chiffres du chômage et à prendre des moyennes. Alors on peut critiquer 2 mois, 3 mois, si on fait sur 4 mois, c'est en... Ce qu'on voit et que vous avez rappelé dans vos chiffres, c'est que ça montait très fort. Et puis là, on est sur un peu un espèce de faux plein, un tout petit peu descendant, puisque sur les 2 derniers mois, ça fait moins 1300. Mais vous avez raison, le juge de paix, c'est quand on aura le mois de décembre. Mais quand même, au-delà de ça, si on prend un peu de recul, il y avait une très forte hausse. Et aujourd'hui, on a amorcé la baisse. Et vous disiez dans votre... Alors, on a amorcé la baisse, on a amorcé une baisse, déjà dans l'inversion de la courbe. Oui, parce que le président de la République, l'inversion de la courbe du chômage est bien amorcée. Voilà ce que dit François Hollande ce soir. Mais bon, à la limite, qu'on soit plat ou qu'on soit en toute petite baisse, le sujet c'est quoi maintenant? C'est pas simplement de se dire on va s'arrêter à 4 millions et très bien, on aura réussi. Le sujet, c'est de faire baisser le chômage fortement, durablement et de retourner au plein emploi. Et donc, il y a de la croissance, on y reviendra tout à l'heure. Vous posiez la question, est-ce qu'il a bien fait de fixer cet objectif? Moi, je dis oui, parce que sinon, on ne serait jamais arrivé à cette stabilisation baissière, si je puis m'exprimer ainsi. Mais surtout, maintenant, il doit en fixer un nouveau. C'est la baisse durable du chômage, mois après mois. Le Parti socialiste s'est exprimé aussi, il a dit l'inversion est là sur ces derniers mois. Maintenant, 2014 doit être l'année de l'amplification après la consolidation. Je crois que c'est important de fixer des objectifs quand on est président de la République. On n'est pas prévisionniste, mais on doit mobiliser le pays et on doit dire la priorité du gouvernement, la priorité des entreprises, la priorité de tout un chacun. Ça doit être en fonction de ses possibilités d'action, de se mobiliser sur cet objectif. À condition de ne pas s'accrocher à des promesses parfois un petit peu, non pas vaines, mais enfin difficiles à atteindre. On l'a entendu tout le temps. On reviendra sur la communication de François Hollande. C'est intéressant justement comment une inversion de courbe du chômage est érigée un peu en totem de la politique. Benaoud Abdeldaïm, juste une précision, puis on écoute encore un point du point de vue de la méthode statistique. Puis effectivement, ce qui compte, c'est la tendance et c'est l'inversion durable. Mais là aussi, on nous dit l'inversion de la courbe du chômage des jeunes est une réalité depuis maintenant plus de 6 mois, oui, en partant de la baisse depuis le mois d'avril. Là aussi, c'est un parti pris statistique. On aurait pu dire mars, on aurait pu dire mai, sachant que lorsque vous prenez, ça c'est page 3 du document de la DARES, c'est-à-dire la direction des recherches du ministère du Travail, vous prenez variation sur un mois pour les moins de 25 ans, plus 0,4 et variation sur un an, plus 0,3. Donc sur un an, sur 12 mois et sur un mois, vous n'êtes pas dans une baisse, vous êtes dans une progression encore. Donc tout dépend du point de départ de l'objet statistique. Là aussi, peut-être que le communiqué ne doit pas servir à faire à notre travail, c'est-à-dire de lire les statistiques. Il y a 22 pages, effectivement, ça prend un peu de temps, mais vous pouvez les lire. Ouais, alors Bertrand Martineau, justement, vous, l'expert, économiste, auteur de Comment inverser la courbe du chômage,
Qu'est-ce qu'on doit comprendre ce soir? On est le 26 décembre. On nous annonce d'un côté, il y a une inversion de la courbe, c'est le gouvernement, et nous, on regarde des chiffres. Alors, vous, qu'est-ce que vous dites le plus objectivement possible? Écoutez, sur votre objectif, je pense qu'on peut dire qu'il ne faut pas surinterpréter davantage ce mauvais chiffre, qu'il fallait surinterpréter le chiffre du mois précédent. Voilà. Ce qu'on sent profondément dans l'économie sur le fonctionnement du marché du travail depuis quelques mois, c'est que le chômage est en phase de stabilisation. C'est aussi ce que dit l'INSEE dans sa récente note de conjoncture. Le chômage se stabilise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des mois où le chômage va un peu augmenter, pas beaucoup, mais un peu. Puis il y a des mois où le chômage va un peu baisser. Donc il n'y a pas de tendance, ni à la hausse, ni à la baisse. On est en train de stagner, et ça va durer probablement encore quelques mois, en tout cas tant qu'on aura une croissance extrêmement poussive, comme dit l'INSEE. Et on se retrouve scotché à des taux de chômage qui sont quasiment au niveau historique. Et c'est ça le problème, c'est pas de savoir si au mois le mois, etc. Et le juge de paix, ce sera le redémarrage ou pas des créations d'emplois marchands dans le pays. Jusqu'à présent, donc on n'a que les chiffres jusqu'aux 3 premiers trimestres. On n'y est pas. L'INSEE prévoit 87 000 destructions d'emplois sur l'année. Et sur le premier semestre, on est à peu près à 0. Et comme on a par ailleurs une augmentation de la population active, ça veut dire que le chômage, on ne voit pas très bien pourquoi le chômage baisserait franchement dans les mois qui viennent. Et l'OCDE nous fait patienter jusqu'au 2e trimestre 2015 pour... Oui, mais ce sont des prévisions relativement consensuelles. Là, je parlais de l'INSEE, mais effectivement, on pourrait parler de l'OCDE. Donc on est dans une situation, encore une fois, de stabilisation à un niveau, effectivement, historiquement élevé quand même. Jean-Hugues Duménil, secrétaire général de la CGPME, vous, finalement, à la tête de centaines de milliers ou millions de petites entreprises, ce soir, le chômage, il est là? Il baisse ou pas? En tout cas, il est là, le chômage, malheureusement. Je crois que la chose intéressante, c'est celle-là. C'est ce que, oui ou non, le chômage progresse dans notre pays. Et quand on regarde depuis un an, le fait est qu'il a progressé. Après inversion, pas inversion, j'en sais rien. Depuis un an, il y a plus de chômeurs qu'à la même date l'année dernière. Ça, c'est une certitude et on peut le regretter. Ensuite, l'autre question, c'est savoir comment faire en sorte que les entreprises créent des emplois dans le secteur marchand. Il est là le vrai sujet. C'est pas simplement les emplois aidés, ce sont les emplois dans le secteur marchand. Et là, force est de constater que l'investissement recule depuis maintenant 2 ans et demi, et tant qu'on n'aura pas de reprise de l'investissement, on n'aura pas de création d'emplois. Et on sait tous que si on n'a pas une croissance à hauteur de 1,5, on n'a pas effectivement de création d'emplois. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une reprise économique, on a besoin que les chefs d'entreprise aient confiance pour investir, et malheureusement, on n'en est pas là aujourd'hui. Quand vous voyez ces emplois aidés encore célébrés tout à l'heure par Michel Sapin dans son allocution officielle, c'est quoi? C'est du colmatage à vos yeux, Jean-Hugues Duménil? D'une certaine manière, oui, et en même temps, vous l'avez dit tout à l'heure très justement, tous les gouvernements ont eu recours aux emplois aidés, et quand on est dans une situation avec des centaines de milliers de jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage, c'est normal qu'on essaye de trouver des dispositifs pour les aider. Alors après, quel est le coût de ces emplois? Quelle est la porte de sortie également de ces emplois? Je crois que ça, c'est quelque chose... Quelle est la pérennité aussi de ces emplois aussi? Bien sûr. Bien entendu. Et quel coût? C'est-à-dire que n'imaginons pas 4 et 5 milliards d'euros chaque année. Hein. Mais attention, 3 milliards. 3 milliards, pardonnez-moi. N'imaginons pas qu'un contrat d'avenir, ça équivaut à une création d'emplois dans le secteur marchand. C'est pas vrai. Encore une fois, on peut comprendre qu'on ait des emplois d'avenir, mais ça n'est pas la même chose. C'est un coût, alors que la création d'emplois dans le secteur marchand rapporte à l'économie de manière générale. J'ai encore beaucoup de questions à poser à nos décodeurs de l'écho. Allez, Bertrand Martineau, Benaoud Abdeldaïm, allez-y. Hein. Oui, il y a une petite spécificité. On a commencé à parler des contrats aidés. Henri Sterdignac, tout à l'heure, rappelait qu'on n'était pas à des niveaux historiquement élevés de nombre de contrats aidés, là, au jour d'aujourd'hui. Il a raison, on a fait plus. Combien il y en a exactement dans ces emplois aidés? Il devrait y en avoir à peu près en stock, on dit 350 000 à peu près. Mais ce qui est remarquable, c'est pas le niveau en fait, c'est la progression. C'est-à-dire que en fait, on a, ça c'est assez remarquable, au cours de ce dernier trimestre de l'année, toujours d'après l'INSEE dans sa note de conjoncture, on aurait une augmentation de 75 000 personnes dans ces emplois aidés non marchands. Et j'ai vérifié, en fait, c'est la plus forte progression sur 3 mois depuis que ce type de dispositif existe, c'est-à-dire depuis les 25 dernières années. Donc en fait, on est sur une augmentation donc, de 25 000 par mois, et c'est très étonnant que ça ne morde pas davantage. C'est la seule surprise que j'ai vraiment en regardant ces chiffres, que je ne comprends pas bien, c'est que je ne comprends pas comment autant de personnes supplémentaires dans les emplois aidés n'arrivent pas, notamment chez les jeunes, n'arrivent pas à mordre, notamment sur le chômage des jeunes. Là, il y a une petite chose que je ne comprends pas, mais on est sur, encore une fois, sur une augmentation spectaculaire et historiquement élevée du nombre d'emplois aidés. Oui, Benaoud Abdeldaïm. Peut-être un petit bémol à apporter au raisonnement scientifique de l'INSEE actuellement, qui parle de reprise poussive. En économie, poussive, ça ne veut absolument rien
rien dire. Bon, donc premier point. Deuxième point, c'est Michel Sapin qui le disait, c'était dans le Canard enchaîné cette semaine. L'INSEE a apparemment la mémoire assez courte. Vous reprenez la note de conjoncture du mois de juin et vous voyez le taux de chômage dépasserait 11% fin 2013 et maintenant on nous parle d'un emploi total qui progressait d'ici mi-2014. Donc en gros, l'INSEE n'en sait pas davantage que vous et moi. Et donc là aussi, peut-être que ce déferlement de statistiques dans tous les sens, même au sein de l'INSEE, il faut quand même prendre du recul de ce point de vue. Eh bien, prenons du recul. C'est tous les soirs, dans les décodeurs de l'écho. Justement, on s'empare d'un sujet, on se pose toutes les questions pour essayer de comprendre ce qui se passe. On va retrouver Jean-Marc Germain, député socialiste, Benaouda Abdeldaïm, Bertrand Martineau et Jean-Hugues Duménil de la CGPME. Et puis vos questions, vos remarques sur le compte Twitter, les décodeurs de l'écho @bfmbusiness.fr. Bonne soirée, à tout de suite. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Je m'appelle Catherine Kluger, j'ai 43 ans et j'ai fondé il y a 4 ans la société Kluger Paris. L'idée de Tarte Kluger est venue dans un dîner chez des amis. Un peu agacée par mon métier d'avocat, j'avais envie de changer. Et tous mes amis m'ont dit, tu devrais te lancer dans un domaine qui te passionne. Tu fais toujours des tartes, tu devrais te lancer dans les tartes. Et en 6 mois, j'ai monté mon projet et ouvert ma première boutique. Où j'ai commencé à fabriquer mes tartes dans un laboratoire ouvert, avec un petit comptoir de dégustation. La deuxième date importante, c'est janvier 2010, avec la publication de mon premier livre qui s'intitule « Réinventer vos tartes » et qui a permis d'asseoir la notoriété. Troisième date importante, c'est l'année 2012, puisqu'elle nous a permis de sortir de nos murs, d'aller faire de l'événementiel. Quatrième date importante, c'est mars 2013, 4 nouveaux points de vente, dont une unité mobile qui est le camion à tarte qui circule partout dans Paris et dans sa périphérie. BPI France est entré dans la vie de Tarte Kluger d'abord à sa création, puisque le prêt bancaire que j'ai souscrit pour monter mon projet a été cautionné par BPI France. Et une deuxième fois, puisqu'au mois de juin, nous avons fait entrer BPI France dans le capital de notre société. Il participe aux grandes décisions sur l'évolution future de la société. Les projets de Kluger Paris, c'est de continuer son développement par l'ouverture de points de vente parisiens et de partir à l'international, notamment grâce au soutien de BPI France. Mal de gorge, l'isopaïne, grâce à un antiseptique local et un agent de défense naturel, l'isopaïne transforme l'air en médicament pas avant 6 ans. BFM Business à Paris, 96.4. Par les créateurs de Candy Crush, découvrez Bubble Witch Saga. Laissez-vous ensorceler. Téléchargez-le maintenant sur Facebook, Android, iPhone, iPad et Kindle. Savez-vous pourquoi des milliers de couples se sont rencontrés sur eDarling ? Parce que nous accompagnons chacun de nos membres en mettant à leur disposition notre expérience, nos conseils et toute notre énergie pour leur permettre de trouver la personne qui leur correspond vraiment. Inscrivez-vous gratuitement sur eDarling.fr et faites des rencontres d'exception. Joyeuse fête sur BFM Business. À la une de l'actualité, les chiffres du chômage, évidemment, que l'on commente depuis 18h ce soir. Ils ne sont pas vraiment bons, en tout cas pour la catégorie A, les demandeurs d'emploi n'ayant exercé aucune activité. Un chiffre en hausse de 0,5%, soit 17 800 inscrits supplémentaires. En revanche, toutes catégories confondues, on note une légère diminution de 0,1%. Malgré ces chiffres, François Hollande a déclaré que l'inversion de la courbe du chômage était bien amorcée. Son ministre du Travail, Michel Sapin, lui a souligné que les chiffres de novembre ne suffisent pas pour annuler la bonne performance d'octobre. Et donc, au final, sur ces 2 mois, le chômage baisse. Le ministre a également annoncé la mise en place d'un large programme d'aide, notamment sur les emplois d'avenir et sur la formation. L'usine de semi-conducteurs El Foundry en liquidation judiciaire. La décision du tribunal de commerce de Paris entraîne la cessation immédiate des activités de l'entreprise qui employait 613 personnes à Rousset, près d'Aix-en-Provence. Les syndicats espèrent encore obtenir
obtenir un délai de 3 mois dans l'attente d'un éventuel repreneur. Le numéro 1 mondial du ciment arrête le plâtre. Lafarge cède au groupe belge Etex ce qui lui restait d'activité dans le plâtre, une part résiduelle de 20% et une vente à 145 millions d'euros. Une bonne nouvelle en revanche pour Bouygues, la rénovation du Palais des Sports de Paris-Bercy a été remportée par le groupe. 17 mois de travaux pour la salle qui accueille concerts et événements sportifs. Un marché de près de 100 millions d'euros. Bercy pourra accueillir 21 000 spectateurs à la fin des travaux et reste ainsi la plus grande salle de France. Dans l'actualité internationale, le Premier ministre japonais a fêté son premier anniversaire à la tête du gouvernement. Une année passée à tenter de redresser l'économie du pays, politique monétaire, relance budgétaire, les réformes semblent payer. Mais cet anniversaire s'est déroulé sur fond de polémique, colère de la Chine et de la Corée du Sud après la visite du Premier ministre au sanctuaire Yasukuni, un lieu de mémoire et d'hommage aux soldats morts pour le Japon. Moins d'impôts en Espagne, une réforme fiscale de grande ampleur est prévue l'an prochain dans laquelle le gouvernement compte réduire l'impôt sur le revenu des plus bas salaires. La réforme vise aussi à développer l'impôt sur les sociétés qui est actuellement l'un des plus bas d'Europe. Un bon Noël pour les commerçants aux États-Unis. Les ventes liées aux fêtes de fin d'année ont augmenté en 2013 par rapport à 2012. Amazon s'est également félicité de ventes records, la meilleure de l'histoire selon le groupe, même si un engouement de commandes sur Internet qui a pris de court les services de messagerie, d'importants retards de livraison ont été constatés. La justice russe, toujours à la recherche du milliardaire Sergueï Pougatchev. Le propriétaire de la chaîne d'épicerie fine Ediar est soupçonné d'escroquerie à grande échelle. Il risque 10 ans de prison. Et on termine ce journal avec un tour du côté de la bourse. Wall Street évolue en légère hausse en ce lendemain de Noël. Le Dow Jones progresse de plus 0,62% à 16 458 points. Vous êtes bien sur BFM Business, il est 19h33 et tout de suite on retrouve Fabrice Lundy, les décodeurs de l'écho. BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundy. Oui, cette promesse de François Hollande d'inverser la courbe du chômage, promesse qu'il avait faite, c'était en septembre 2012 sur le plateau de TF1. Est-ce que finalement, c'est pas une promesse empoisonnée? Parce qu'on attend en permanence, mois après mois. Et ce soir, donc, les chiffres du mois de novembre nous disent quoi? En catégorie A, plus 0,5%, 17 800 demandeurs d'emploi supplémentaires. Bon, voilà, ce qui nous fait dire à tous, pari non tenu. Bon, seulement le gouvernement dit... Non, justement, on y est à cette inversion. Voilà ce que disait Michel Sapin lors d'une allocution officielle à 18h. Les chiffres sont extrêmement clairs. Au premier trimestre de cette année, il y avait chaque mois 30 000 chômeurs de plus. Au deuxième trimestre de cette année, il y avait chaque mois 18 000 chômeurs de plus. Au troisième trimestre de cette année, il y avait chaque mois 5 500 chômeurs de plus. Au quatrième trimestre de cette année, compte tenu des deux premiers chiffres, les chiffres d'octobre et de novembre, décembre devra confirmer, nous avons 1300 chômeurs de moins chaque mois. C'est donc l'inversion de la courbe du chômage. C'est donc le premier recul du chômage en France. Bon, Michel Sapin, tout à l'heure, le ministre du Travail, on ne va pas revenir justement sur l'utilisation à des fins statistiques de 3 mois d'un côté, 2 mois de l'autre, méthode que contestait tout à l'heure Benaouda Abdeldaïm. Bon, on a 3 290 000 demandeurs d'emploi catégorie A, c'est-à-dire ceux qui sont sans activité. Mais Jean-Marc Germain, vous êtes député socialiste, on entend Michel Sapin, bon, être assez satisfait de la situation. Elle est quand même fragile, parce que quand on ajoute tous ceux qui travaillent même furtivement, on est quand même à 4 880 000, c'est-à-dire on approche les 5 millions. Il n'y a pas de quoi applaudir, malgré tout, Jean-Marc Germain. Non, je ne crois pas d'ailleurs, si on écoute l'ensemble de son intervention, qu'il soit satisfait. Personne ne peut se satisfaire de 4 millions de chômeurs. Simplement, le président de la République avait dit 2013, ça doit être l'année où on arrête la hausse, parce qu'inversement, on ne comprend plus rien de ce que ça veut dire. Ça veut dire on arrête la hausse. On y est. Après, je crois qu'il ne faut pas regarder à la loupe si c'est en hausse ou en baisse. On sait très bien que ces statistiques doivent être regardées avec le recul. Mais maintenant, on attend quoi du président de la République? C'est qu'il appelle à la consolidation de la baisse et à l'amplification. Et c'est ça l'enjeu de 2014. Et comment on va y parvenir? On a une stratégie qui est très claire. Elle se situe à 3 niveaux au fond. Au niveau européen,
Il faut sortir de cette politique de l'austérité. C'est pas facile. Certains domaines, on y arrive. Par exemple, on a repoussé et on réduit moins fort dans tous les pays les déficits. Il y a une stratégie industrielle qui est en train de se mettre en place avec des investissements d'avenir, avec des stratégies de filière dans l'automobile, dans les textiles techniques et innovants, dans l'aérospatial. Il y a des crédits pour aider les entreprises à investir, le fameux crédit d'impôt compétitivité emploi, donc volet industriel. Et puis troisièmement, c'est vrai, et nous l'assumons, peut-être plus à gauche qu'à droite d'ailleurs, nous assumons que dans l'attente de ces emplois, et les vrais emplois effectivement, c'est dans le secteur privé qu'il doit avoir lieu, on crée des emplois aidés, qui sont des emplois, vous avez raison de le dire, artificiels. Et d'ailleurs, vous posiez la question tout à l'heure, ce problème de ces emplois, c'est qu'ils ne sont pas pérennes. Ils sont pas pérennes, mais non. Mais l'objectif, c'est qu'ils ne soient pas pérennes. En revanche, c'est que les personnes qui les occupent trouvent ensuite des emplois qui, eux, sont pérennes. Et c'est tout l'objectif, notamment, et le pari qu'il y a autour des emplois d'avenir. On met, pendant la période où il y a peu d'emplois dans le secteur privé, des personnes dans des emplois qui sont aidés par les pouvoirs publics. Et ensuite, ils ont vocation à aller dans le secteur privé. Vous aimez ce terme quand on parle de pseudo-emploi, en parlant de ces emplois aidés ou pas? Vous savez, pour les personnes qui les occupent, j'étais rapporteur de cette loi sur les emplois d'avenir et j'ai fait un rapport d'évaluation. Je suis allé partout en France, rencontrer des jeunes, rencontrer des employeurs pour me rendre compte par moi-même s'ils étaient utiles ou pas, ces emplois. Pour les jeunes, il faut vraiment demander à ceux qui les occupent. Aucun d'entre eux dit c'est inutile, aucun d'entre eux dit c'est une espèce de stage parking à côté d'un photocopieur. Ils sont jardiniers, ils sont aides-soignants, ils sont auprès des personnes âgées et ils ont des perspectives. Moi, ils m'ont dit pour la première fois de ma vie, on m'a pas demandé ce que j'avais sur mon CV, on m'a demandé ce que je voulais faire et si j'étais motivé. Et les employeurs disent mais ces jeunes, ils sont formidables, ils viennent de zones urbaines sensibles, on croyait qu'ils étaient bons à rien, entre guillemets, et en réalité, ils sont très motivés. Pourquoi ils sont très motivés? Parce qu'ils ont un SMIC, un vrai emploi, pas à temps partiel, on en parlait tout à l'heure, et parce qu'ils ont 3 ans devant eux pour pouvoir s'insérer durablement. Justement, ils ont le pied à l'étrier. Bertrand Martineau, question d'Hervé sur les décodeurs de l'écho, @bfmbusiness.fr, qui nous pose cette question, qui vous pose cette question, Bertrand Martineau. Les emplois aidés sont-ils tous des emplois à temps plein, à 35 heures? Alors, la plupart des emplois aidés non marchands, traditionnellement, sont à temps partiel. Les emplois d'avenir ont une spécificité, comme l'a dit Jean-Marc Germain, c'est qu'ils sont à plein temps, effectivement, ou à peu près à plein temps. Voilà. Donc voilà, c'est un choix qui a été fait. Alors ça a peut-être des vertus insérantes, possibles, on verra. Mais évidemment, ça coûte beaucoup plus cher. Oui, Benaouda Abdeldaïm, parce qu'on parle de sémantique, j'entends Jean-Marc Germain dit voilà, l'une des missions de François Hollande, ce sera donc d'appeler à la consolidation de la baisse. Bertrand Martineau tout à l'heure parlait de phase de stabilisation, donc pour décrire le plus honnêtement possible, le plus objectivement possible cette situation. On joue aussi beaucoup sur les chiffres, on joue beaucoup sur les mots aussi, non? Oui, incontestablement, lorsqu'on voit, c'est la page 2 du communiqué du ministère du Travail, on voit la forme des histogrammes depuis 2007, il y a une baisse. Les histogrammes sont plus petits, donc il y a effectivement une inflexion à la baisse. Mais si demain, vous ou moi travaillons dans le secteur privé, sommes licenciés, notre intérêt, c'est de savoir quelle est la forme d'une courbe ou de retrouver du travail. C'est ça la question, c'est que cette insistance à parler d'une forme géométrique au lieu de parler de cas particuliers, d'un jardinier, d'un aide-soignant ou d'un ingénieur, est en train d'échapper à tout sens politique finalement. On se dit pourquoi continuer à parler d'une courbe, enfin d'une forme géométrique plutôt que parler de cas de chômeurs, sachant que là il y a aussi quelque chose. Il y a vraiment 2 sortes de chômeurs maintenant, c'est clair et net. Vous prenez, ça c'est page 6 du document de la DARES, publié aujourd'hui. Vous avez maintenant 41,7% de la part des demandeurs d'emploi qui sont au chômage depuis plus d'1 an. Et l'ancienneté moyenne de ces chômeurs, donc en gros vous êtes à plus de 2 chômeurs sur 5 qui sont en plus d'1 an, c'est maintenant 508 jours. En novembre 2012, c'était 33 jours de moins. Donc en gros, si vous dépassez 1 an, ça devient un engrenage fatal. Oui, augmentation des chômeurs de longue durée, vous nous le dites, Benaouda Abdeldaïm, pour les seniors aussi, je crois qu'il y a 10-12% de plus qu'il y a 1 an. Jean-Eudes Duménil, allez-y. Oui, ce qui me paraît important aussi, on a parlé de mots, ce qui est important, ce sont les actes et les mesures qui sont prises. On remarque quand on regarde les chiffres qu'il y a un point positif concernant les demandeurs d'emploi qui exercent une activité à temps partiel, c'est-à-dire une activité réduite, moins je crois de 78 heures par mois. Il y a une mesure qui rentre en application au 1er janvier 2014, c'est que dorénavant les contrats à temps partiel devront impérativement avoir une durée hebdomadaire de plus de 24 heures.
Vous voyez que, par exemple, ça veut dire que les mi-temps, sauf dérogation exception, sont terminés. Ça va être absolument catastrophique. Ça veut dire que très concrètement, un employeur, chef d'entreprise d'une entreprise de propreté par exemple, qui doit recruter quelqu'un pour faire le ménage dans les bureaux, et évidemment il ne peut pas le recruter 24 heures tout simplement parce qu'il n'a pas les marchés suffisants, il ne pourra pas recruter cette personne. Donc là, on va se priver d'un gisement de création d'emplois dans le secteur marchand, ce qui est une erreur majeure, et ça sera encore pire en 2016 puisque tous les contrats à temps partiel, ça fait 2 millions de personnes qui actuellement sont à moins de 24 heures, devront passer au-delà de 24 heures. Donc là, on va avoir des licenciements en masse. Donc, il va falloir corriger le tir et j'espère que monsieur le député nous aidera à le faire. Vous, Jean-Marc Germain, député socialiste du département des Hauts-de-Seine. Réponse donc aux préoccupations de Jean-Hugues Duménil, qui est le patron, enfin le numéro 2 de la CGPME. Alors d'abord pour dire que cette disposition dont on parle, c'est issu d'un accord qui a été signé par la CGPME. Absolument. Par le MEDEF avec la CFDT et la CFTC, un accord interprofessionnel. On peut peut-être juste préciser, si vous me permettez, que cette signature a eu lieu effectivement. La CGPME a signé cet accord et il était prévu dans cet accord des dérogations sous forme d'accords de branche. Or, dans la pratique, qu'est-ce qui s'est passé? Nos amis des syndicats de salariés ont refusé de se mettre autour de la table et donc il n'y a que 3 branches professionnelles qui ont effectivement signé des accords permettant de déroger à cette durée de 24 heures. Donc c'est une catastrophe. Voilà. Alors l'idée qu'il y a derrière ça, c'est pas de dire obligation de faire des emplois de plus de 24 heures. C'est en réalité, soit vous faites un emploi de plus de 24 heures, on considère que ça permet à la personne de vivre, ou à peu près, soit c'est inférieur à 24 heures, et à ce moment-là, vous devez lui proposer des horaires réguliers, c'est-à-dire par exemple de 6 à 8 tous les matins, ça c'est possible. Par contre, 6 à 8, 11, 13, 17, 19, c'est impossible parce que la personne ne peut pas compléter avec un autre temps partiel et donc ne peut pas vivre et donc il faudra des allocations. Donc, comment vous faites dans la restauration par exemple où vous avez tout à fait raison, c'est qu'il doit y avoir des accords de branche qui prévoient ça et que sur les accords de branche, on a pris du retard, donc il faut ajuster les choses pour ne pas mettre le coup près sous la gorge des entreprises qui, elles, sont face à cette difficulté qui est réelle. Bertrand, ce sujet est assez intéressant en fait, parce qu'au-delà, il y a un problème de dialogue social en France qui est assez embêtant parce que les accords nationaux interprofessionnels, repris ensuite par la loi, et c'est plutôt bien, laissent le champ de plus en plus, c'est la tendance, davantage de champ libre à la négociation au niveau de l'entreprise et pour ce qui est des petites entreprises qui n'ont pas d'instance à l'intérieur, au dialogue de branche. Mais le problème, donc c'est très bien, c'est une bonne pratique. Moi, je suis pour une désinflation de la norme étatique et plutôt plus de négociation et de dialogue social. Le problème, c'est qu'en France, les branches, au nombre de 700, dont beaucoup sont totalement moribondes, n'ont souvent pas la taille critique et les capacités, y compris en termes d'expertise, pour ensuite décliner ces accords. Et donc on a effectivement un énorme problème. Alors c'est vrai, là c'est assez spectaculaire en ce qui concerne le temps partiel, et je partage vraiment l'inquiétude de Jean-Hugues Duménil, mais on pourrait très bien dire aussi en matière de formation professionnelle, les branches ont du mal à négocier, en matière de gestion de l'emploi et des compétences, etc. Donc on a un vrai problème, et c'est pas anecdotique sur la situation du marché du travail en France. Eh ben, les négociations aussi, on y reviendra d'ici 20h30 à propos du gros dossier aussi de l'année 2014, l'assurance chômage bien entendu, dossier explosif, Jean-Hugues Duménil. Bon, en attendant, on va rester sur les chiffres du chômage. À quel moment François Hollande pourra-t-il dire « ça y est, j'y suis arrivé, l'inversion de la courbe du chômage ». Quelles sont les conditions bien à mettre dans la balance? Les décodeurs de l'écho reviennent dans un instant, à tout de suite. Les décodeurs de l'écho. Sur BFM Business, l'écho, c'est clair. Avec Everest Mobile, le poker vous suit partout. Everestpoker.fr, le poker commence ici. It makes me feel happier. Give me joy forever. Joy forever. BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi.
Oui, la promesse de François Hollande d'inverser la courbe du chômage, est-ce que c'est pas une promesse empoisonnée, voilà, qui lui colle un petit peu? On verra d'ailleurs dans un instant, on parlera de communication. On voit les chiffres du mois de novembre, plus 1,5%, 17 800 demandeurs d'emploi supplémentaires. C'est-à-dire que la baisse du mois d'octobre de demandeurs d'emploi ne s'est pas reproduite. Un commentaire sur les décodeurs de l'écho @bfmbusiness.fr, celle de Richard Straub qui nous dit: je voudrais contribuer, apporter un commentaire. Mettre la baisse du chômage en objectif est une grande erreur. C'est pas un objectif, c'est un résultat. C'est la même chose quand on définit la profitabilité de l'entreprise comme objectif. C'est en effet la création de valeur qui doit être l'effectif. Pour obtenir le résultat de la baisse réelle du chômage, nous dit-il, il faut définir une stratégie claire et des objectifs qui soutiennent cette stratégie. Voilà le commentaire d'un téléspectateur. Autre commentaire, celui de l'opposition, le sénateur UMP des Hauts-de-Seine, Roger Carucci, qui explique, voilà, François Hollande, il n'aurait jamais dû s'avancer et s'engager comme ça sur une telle inversion de la courbe du chômage. On écoute Carucci. Tous les engagements ne sont pas tenus. Alors maintenant, on nous dit, vous allez voir, on va faire du durable en 2014. C'est comme la réforme fiscale. Au début, elle devait être faite en 1 an, puis en 5, puis en 10. Alors peut-être que pour l'inversion du chômage, c'est d'ici 2017. Le président de la République a été trop audacieux de dire il y aura l'inversion de la courbe du chômage avant la fin de l'année. Il aurait dit je vais tout faire pour réduire le chômage. Ça aurait été un engagement normal de la part du chef de l'État. Mais dire je vais inverser la courbe du chômage quand on voit bien que les chiffres sont là, il n'y a pas d'inversion. Le chômage augmente moins vite en fin d'année. Ben heureusement, on a créé 400 000 contrats aidés. Ce serait aberrant si ça n'était pas le cas. Ça a coûté 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros qu'on a mis sur des contrats aidés qu'on aurait pu mettre sur la baisse des charges des entreprises. Voilà, et Bertrand Martineau nous disait tout à l'heure, c'est pas 5 milliards, mais 3 milliards. Juste les contrats aidés, tous les contrats divers et variés. Ils sont utilisés en France, on l'a vu, droite comme gauche, Benaouda Abdeldaïm. Dans le reste de l'Europe également, spécialement dans le Nord, je crois. Hein. Oui, mais disons que dans ces proportions-là, il n'y a, je crois, que la Belgique. Hein, d'accord. Que comparable. Voilà, de comparable. Oui, Bertrand Martineau, auteur du livre « Comment inverser la courbe du chômage ». De quoi parle-t-on? À quel moment François Hollande pourra dire « ça y est, j'y suis arrivé, j'ai inversé la courbe ». C'est quoi le bon thermomètre, le bon chiffre de référence? Quels chiffres serviront de base pour dire « ça y est, on a tenu notre pari ». Après, il faudra le prolonger, bien sûr. Mais à quel moment on pourra dire « ça y est, on a inversé ». À court terme, je pense qu'on pourra dire que les choses se passent vraiment dans le bon sens quand l'emploi salarié marchand reviendra en territoire positif. Donc ça, ce sera un premier signal vraiment tangible. Et ensuite, il me semble que la baisse du chômage se reproduit ça viendra. sur plusieurs mois. Oh bah plusieurs mois. Non, mais il faut non seulement une baisse, il faut une baisse sur plusieurs mois, mais surtout une baisse significative. C'est-à-dire pas 5 ou 10 000 par mois. Enfin, je vais pas embêter les auditeurs, mais s'il y a 3 millions et demi de chômeurs et qu'on veut revenir en dessous de 2 millions, à raison de 2, 3, 4 000, 5 000 par mois, il va falloir quand même pas mal de quinquennats. Je crois que l'objectif collectif, et encore une fois, j'insisterai jamais assez sur le fait que ça doit mobiliser l'ensemble des acteurs, pas simplement un homme dans un château, mais le pouvoir politique, mais aussi les partenaires sociaux. Tout le monde doit balayer devant sa porte, les hauts fonctionnaires qui mettent en place les dispositifs. Tout le monde doit s'y mettre. Et le seul objectif, il me semble, qu'on peut se fixer pour une société comme la France, c'est de revenir au plein emploi d'ici quelques années. Enfin, sinon, on perd le sens de l'action politique. Quand on dit le plein emploi, ce sont des chiffres, par exemple, comme on atteint en Autriche, par exemple, qui est le meilleur élève de la zone euro avec 4,8%, l'Allemagne 5,2%, le Luxembourg 5,9%. Est-ce que vous avez noté aussi, je regardais, c'était à la une du Monde, cette carte, donc, où on voit que le chômage s'étend de plus en plus, avec des taux de chômage extrêmement élevés. Languedoc-Roussillon, par exemple, on a les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, l'Aude, avec des chiffres des taux de chômage plus ou moins 15%. La moyenne nationale, c'est 10,5%. Le Nord-Pas-de-Calais, idem. Et la Bretagne, qui n'est plus épargnée également. Bertrand Martineau. Et les Pays de la Loire aussi, qui était une région très protégée pendant de très nombreuses années. Le chômage augmente partout. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dégradation générale dans toute la France de la situation du marché du travail. Mais pour revenir aux exemples étrangers, je crois que la question n'est pas simplement d'avoir durablement un chômage qui reviendrait à 5-6% ou quelque chose comme ça, où on pourrait commencer à parler de plein emploi. C'est d'être un jour capable d'y revenir. C'est-à-dire que les pays que vous citez, et c'est aussi le cas de l'Allemagne, ont parfois eu des taux de chômage supérieur ou égal à la France. Le taux de chômage moyen en Europe aujourd'hui est supérieur au taux de chômage français. Mais la spécificité française, c'est que le nôtre, il ne baisse jamais vraiment beaucoup.
C'est ça en fait le problème. Au Royaume-Uni, le marché du travail s'est effondré beaucoup plus qu'en France en 2009-2010. Maintenant, ils sont revenus à un taux de chômage qui est à 7,3. Donc là, il y a une malédiction française qui n'est pas non pas le niveau du chômage, mais le fait qu'on soit incapable depuis 30 ans de le baisser en dessous du Ce que vous expliquez très bien dans Comment inverser la courbe du chômage, et je pense que Jean-Hugues Duménil va boire du petit lait, Jean-Marc Germain, vous allez pouvoir réagir. Ce que vous dites, vous définissez les conditions d'un retour au plein emploi, Bertrand Martineau, baisse des charges, réforme du SMIC, réforme de l'indemnisation du chômage et de la politique de l'emploi, et dessiner les contours d'une sorte de flex-sécurité à la française. Ça vous va? Ça vous parle ça, Oui, en rajoutant la stabilité législative, réglementaire et fiscale, qui est un point absolument clé. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise à l'heure actuelle nous disent que les règles du jeu changent sans arrêt et que dans ces conditions, ils attendent pour voir. Et c'est ça la pratique. Donc, même ceux qui seraient en capacité de créer des emplois parce qu'ils en ont les moyens, ne le font pas parce qu'ils ne savent pas demain à quelle sauce ils vont être mangés, avec des textes qui changent matin, midi et soir. Donc la priorité des priorités, ça devrait être baisse des charges, baisse de la fiscalité et donc des dépenses publiques et stabilité des textes. Allez, c'est la promesse de 2014. Jean-Marc Germain, vous, élu de la majorité? La promesse, encore une fois, c'est plus l'inversion. Non, je vous parle de la promesse d'arrêter ces va-et-vient législatifs, réglementaires, fiscaux. Oui. Enfin, moi, je crois plutôt à la lisibilité qu'à la stabilité. Parce que si on peut améliorer les impôts et faire qu'ils pèsent moins sur la compétitivité et sur l'emploi, vous n'allez pas nous dire non. En revanche, la responsabilité qu'on a, nous, en tant que députés, c'est que les entreprises sachent dans les 5 ans, 10 ans à venir, année après année, ce qui va se passer sur ce plan-là. Donc, je crois que c'est ça, plus lisibilité que stabilité. On doit dire à l'avance ce qui se passe et on doit s'y tenir. Ce que je voudrais dire, pour quand même qu'on ne tire pas une image très négative de ce débat, moi je suis relativement optimiste sur la capacité de la France à s'en sortir. D'abord, je visite beaucoup d'entreprises et je vous assure qu'on a des fleurons magnifiques. On n'en parle pas, mais Schneider Electric, par exemple, c'est une entreprise qui est en train de mettre de la microélectronique dans l'ensemble du gros électrique et des transformateurs, et avec ça de faire des inventions, par exemple pouvoir piloter à distance toutes les prises de votre domicile et faire 20% d'économie dans votre domicile. Et je pourrais multiplier les exemples. Donc il y a des fleurons qui sont là. Deuxièmement, ça va quand même mieux. On peut ergoter moins 1000, plus 1000, etc. On a montré que la hausse du chômage, qui était très forte, maintenant n'a plus lieu. On pourrait parler croissance aussi. La Banque de France prévoit 0,5% de croissance sur le dernier trimestre. En rythme annuel, ça fait 2%. On a eu les chiffres de consommation que vous avez dû commenter hier ou avant-hier, plus 1,4%. Voilà, donc il y a un certain nombre d'évolutions positives. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a connu des périodes où on était capable de faire baisser le chômage. Moi, j'ai eu la chance d'être auprès de Martine Aubry au moment du gouvernement Jospin, où il y avait une situation assez difficile. Il y avait un chômage aussi élevé qu'aujourd'hui. On l'oublie, mais il y avait entre 10 et 11% de chômage et il est redescendu à 7%. Il y a eu 2 millions d'emplois créés pendant cette période et contrairement à ce qu'on dit, c'est pas venu de l'extérieur, c'est la France qui tirait l'Europe. C'est venu d'une politique très volontariste d'emploi aidé, dans un premier temps, et qui ensuite ont diminué. Et c'est ensuite dû à une politique où on a financé du soutien à l'économie. Et je crois que c'est ce qu'on essaye de faire là. Et cette politique portera ses fruits, mais il faut un peu de temps, un peu de patience. Et en attendant que le secteur privé redémarre, il faut des emplois aidés. Alors Benahouda Abdelrahim, Bertrand Martineau et Jean-Hugues Duménil. Il y a une autre période aussi de baisse du chômage, c'est sous Dominique de Villepin. On le voit aussi dans le page 2 du communiqué du ministère du Travail. Une politique volontariste sur les moins de 25 ans qui, dans certaines régions, commence à porter ses fruits. C'est le page 9 du communiqué. On voit que en Bourgogne, moins 1,3%, le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans. En Franche-Comté, moins 1,1%. En Nord-Pas-de-Calais, moins 4,3%. Donc sur les moins de 25 ans, dans certaines régions, il y a quand même du mieux. Donc c'est un point favorable. Juste un autre point, c'est l'OFCE qui a fait travailler ces modèles économétriques. L'OFCE qui est plutôt proche de la gauche. Et elle constate quand même qu'il y a encore, selon ses calculs, 250 000 sureffectifs dans les entreprises. En gros, 250 000 postes qui n'ont pas été normalement détruits par la crise depuis 2008. Est-ce que les entreprises, dans une conjoncture telle qu'elle est aujourd'hui, vont quand même maintenir ces 250 000 sureffectifs au cours de 2014? C'est une question qui risque de se poser. Ah Bertrand, oui, répondez juste Jean-Hugues Duménil. Juste un parallèle sur les 250 000 en sureffectifs, c'est intéressant parce que dans le même temps, et c'est Pôle emploi qui le dit, on a 250 000 offres d'emploi qui restent non pourvues pendant plus d'un an. Donc le parallèle est quand même amusant. Bertrand Martineau. Oui, juste je voulais revenir un peu pour prendre un peu de recul sur les chiffres de longue durée. Effectivement, pendant quelques mois, le chômage est tombé donc à 7,9%, je crois, en 2000.
il a dû être à 7,9 en 2000, il est tombé à 7,2 pendant quelques mois en 2007, effectivement. Mais enfin, ce sont des situations tout à fait pathologiques. C'est des moments où les salaires augmentent, c'est des périodes de très forte croissance. Je rappelle que dans les années 90, on avait des taux de croissance de 3 à 4%, et que malgré ça, on n'a jamais réussi, jamais, à descendre en plus de quelques mois en dessous de 8%. Et ça, c'est une spécificité française quand même. Alors justement, on y reviendra. Comment combattre cette malédiction? Restez avec nous. Donc on reviendra aussi sur cette promesse de François Hollande. Promesse empoisonnée quand même, parce qu'il ne s'est pas un petit peu trop lancé, le président de la République, il y a un an. Restez avec nous, les décodeurs de l'écho reviennent dans un instant. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. La météo sur BFM Business. Demain matin, une nouvelle perturbation arrivera par la Manche avec de bonnes pluies et du vent. Des rafales entre 90 et 100 km/h près des côtes. Le vent soufflera fort également des Pays de la Loire, l'Île-de-France jusqu'aux Ardennes. Des rafales jusqu'à 80 km/h accompagnées de pluies localisées. Du nord de l'Aquitaine au Massif central et à la Bourgogne, là aussi un ciel chargé et quelques gouttes. Et puis ailleurs, ce sera calme et ensoleillé. Demain après-midi, les pluies et le vent vont concerner les régions entre les Ardennes, l'Île-de-France et surtout les Pays de la Loire avec des pluies soutenues. Du nord-est au Massif central et au Poitou-Charentes, ce sera un ciel chargé avec quelques gouttes. Et puis au fil des heures, ce sera le retour des éclaircies près de la Manche, mais toujours du vent près des côtes. Et puis du soleil du sud-ouest aux Alpes et à la Corse. Les températures demain après-midi le fera doux pour la saison. On attend 11 degrés à Brest et à Lyon, 13 à Paris, 14 degrés à Marseille, 17 à Bordeaux et 18 à Biarritz. Humextrum, médicament pour l'adulte contenant du paracétamol et un vasoconstricteur dans le comprimé jour, du paracétamol et un antihistaminique à effet sédatif dans la gélule nuit. N'est pas associé avec d'autres médicaments qui en contiennent. Prenez le dessus, prenez Humextrum pour être en forme le jour et mieux dormir la nuit. Pas avant 15 ans, ne pas utiliser chez la femme enceinte. Si les symptômes persistent plus de 4 jours, consultez votre médecin. Vite, Humex tout sèche oxomémazine. Prenez le dessus, prenez Humex tout sèche oxomémazine. Humex tout sèche oxomémazine, médicament indiqué pour la toux sèche en particulier quand elle survient le soir ou pendant la nuit, contenant un antihistaminique à effet sédatif pas avant 6 ans. Ne pas utiliser chez la femme enceinte sans avis médical. Nous, on adore s'envoyer en l'air. Mais pas avec n'importe qui. Avec Lidigo.com, comparez tous les vols, même les low cost, pour trouver en un instant le meilleur prix. Lidigo.com, c'est bon de trouver le bon vol. On me demande souvent s'il est possible de trouver l'amour en ligne. La réponse est oui, si vous choisissez le site de rencontre qui correspond à vos attentes. Sur eDarling, vous pouvez rencontrer des célibataires sérieux et impliqués qui souhaitent construire une relation durable et sincère. Inscrivez-vous gratuitement sur eDarling.fr et faites des rencontres d'exception. Désolé Xavier, c'était un énorme dégât des eaux. Les machines sont mortes. Sans compter tout le stock, tout est abîmé, c'est la cata. Je fais quoi moi pour les livraisons? Allô, tu peux répéter? Bonjour, c'est votre agent MMA. Votre multirisque professionnel MMA couvre entre autres vos machines, vos stocks. Et qui va payer nos charges? Charges fixes et baisses de bénéfices sont remboursées aussi. Bref, avec MMA, c'est zéro tracas, zéro blabla pour l'entreprise. Oh, il est bien notre agent MMA. Trop bien. Zéro tracas, zéro blabla. MMA. Excellente soirée et les décodeurs de l'écho sont là tous les soirs pendant les vacances de Noël, 19h, 20h30 avec une rediffusion tout à l'heure à 23h30. L'actu du soir, bien entendu, ce sont les chiffres du chômage à la hausse au mois de novembre, plus 1,5%, 17 800 demandeurs d'emploi supplémentaires et la promesse de François Hollande. Où est-elle justement dans tout ça? Oui, le gouvernement dit on y est dans l'inversion. Les économistes disent pas forcément. Allez, on continue dans un instant les décodeurs de l'écho. À tout de suite. Les créateurs de Candy Crush, découvrez Papa Père Saga. Une Papa Fiesta fantastique. Téléchargez-le maintenant sur Facebook, Android, iPhone et iPad.
changement d'habitude peut entraîner une constipation occasionnelle. Manger équilibré, boire plus et faire de l'exercice ne suffisent pas toujours à vous soulager. Alors il y a Dulcolax, efficace, discret. Dulcolax agit pendant la nuit pour un soulagement dès le lendemain. Le soir Dulcolax, le matin, relax. Médicament réservé à l'adulte. Quand vous éteignez la télé, allumez la radio. BFM Business, partout en France. Retrouvez toutes les fréquences de BFM Business à la radio sur bfmbusiness.com. Top Gear, nouvelle saison inédite, tous les mercredis à 20h45 sur RMC Découverte, sur le canal 24. Mal de gorge, Lisopaïne, grâce à un antiseptique local et un agent de défense naturel, Lisopaïne transforme les en médicaments pas avant 6 ans. Nouveauté contre le rhume, Surbron Viral. Grâce à son extrait d'algues rouges naturelles, le caragélose, Surbron Viral agit contre les virus du rhume en formant une barrière protectrice sur la muqueuse nasale. Surbron Viral diminue jusqu'à 92% le nombre de virus et réduit la durée du rhume. Nouveau, Surbron Viral. Ce spray nasal est un dispositif médical. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Bon, pari tenu, promesse empoisonnée, vous savez, l'inversion de la courbe du chômage, promesse faite par le président de la République, c'était en septembre 2012 sur le plateau de TF1. Et on peut dire qu'il n'a pas ménagé sa peine, en tout cas dans les discours, hein, chaque fois qu'il allait quelque part, en visite ou lors d'une allocution, ou lors d'une conférence de presse, il disait, on va y arriver, on va tenir, c'est tenable, bien sûr. Bon. Maintenant, on voit les chiffres du mois de novembre, plus 1,5%, 17 800 demandeurs d'emploi supplémentaires en France, alors que le mois d'octobre avait connu plutôt une baisse de 20 000 demandeurs d'emploi. Bon, on continue à en parler avec nos décodeurs de l'écho. Il y a le député socialiste Jean-Marc Germain qui est avec nous, Benaouda Abdeldaïm de BFM Business, Bertrand Martineau, auteur de Le chômage, inverser la courbe, et puis le secrétaire général de la CGPME, Jean-Eudes Duménil, qui est avec nous. Bon. Il y a les emplois aidés aussi, hein, qui rentrent évidemment en ligne de compte. Les emplois aidés, Michel Sapin, vous allez l'entendre dans un instant, il assume complètement. Bon, les emplois aidés, gauche et droite, hein, ils ont utilisé, ils ont excellé dans les emplois aidés, hein, que ce soit Raffarin, que ce soit Juppé, que ce soit Jospin et que ce soit donc Jean-Marc Ayrault. Voilà ce que nous rappelle Dorothée Balzan pour BFM Business. Les emplois aidés, ce sont par exemple les contrats de génération. Ils permettent d'employer un jeune tout en gardant un senior. Ce sont aussi les contrats d'avenir. Grâce à eux, on peut être recruté et suivre une formation en parallèle. Coût total du dispositif cette année pour l'État, entre 4 et 5 milliards d'euros. Le ministre du Travail, Michel Sapin, juge le dispositif efficace et souhaite le poursuivre. Au début de l'année prochaine, il y aura des emplois d'avenir en plus. Et nous allons tout particulièrement concentrer l'utilisation de ces emplois aidés sur les chômeurs les plus âgés et sur ceux qui sont des chômeurs de longue durée, les deux catégories dont je vous disais qu'aujourd'hui ça n'allait pas. À droite, on critique la méthode. Selon le vice-président de l'UMP, Christian Estrosi, les contrats aidés masquent la réalité. Si on est avec un chômage qui est à la baisse, ça veut dire que le gouvernement qui aura déployé tous ses efforts pour faire signer des contrats aidés, des contrats d'avenir, c'est-à-dire de faux contrats, des contrats sous perfusion d'argent public, aura réussi de manière artificielle à faire baisser le chômage. Et pourtant, à l'époque où elle était au pouvoir, la droite ne s'est pas privée de faire appel aux emplois aidés. En 1995, sous Juppé, il s'appelait contrat initiative emploi. En 2004, sous Raffarin, contrat d'avenir. L'économiste Henri Sterdignac nous rappelle que le dispositif ne date pas d'hier. On va atteindre à peu près 350 000 emplois aidés à la fin de cette année. On est loin encore des records. En 1995, on avait 450 000 emplois aidés. En 2000, on a atteint 500 000 emplois aidés. Donc le chiffre est tout à fait raisonnable, peut-on dire, en période de mauvaise conjoncture.
D'après les chiffres officiels, l'impact sur l'emploi à long terme est mitigé. 6 mois après la fin d'un contrat aidé, 4 bénéficiaires sur 10 occupent un emploi. Voilà l'explication de Dorothée Balzan pour les décodeurs de l'écho sur BFM Business. Jean-Hugues Duménil, oui, j'ai envie de paraphraser ce que disait tout à l'heure Jean-Marc Germain, député socialiste. On va essayer de ne pas être complètement pessimiste, on va essayer même d'être optimiste. Il n'y a pas de fatalité quand même à ce qu'on ne trouve pas une solution au chômage en France. Non, bien sûr que non. On a un tissu économique avec beaucoup de PME. Certaines, encore une fois, pourraient créer des emplois, les retiennent parce qu'elles n'ont pas suffisamment confiance. Et il y a des mesures concrètes qui pourraient être prises pour inciter les entreprises à créer de l'emploi. Premier point, par exemple, pourquoi ne pas faire en sorte que quand une entreprise remonte des résultats au fonds propres, elle n'ait pas un taux réduit d'impôt sur les sociétés. Ça serait un effet de levier absolument formidable sur le financement, sur l'investissement, donc sur la croissance et sur l'emploi demain. Voilà une mesure qu'on pourrait faire. On avait parlé pendant la campagne électorale avec François Hollande, actuel président de la République, qui sur le principe était favorable. Malheureusement, on n'arrive pas à faire avancer cette mesure. Il y a un certain nombre de freins également. On ne s'explique pas pourquoi on n'arrive pas à les lever. Prenons le cas des fameux seuils sociaux. On sait que on a 2,4 fois plus d'entreprises, vous voyez que c'est précis, de 49 salariés que de 51 salariés. C'est pas par hasard, c'est qu'évidemment il y a un blocage. Pourquoi ne pas s'attaquer à ce problème? Voilà, il y a tout un tas de choses. Voilà, deux mesures parmi d'autres, Jean-Marc Germain. La première excellente mesure, effectivement, elle est dans le projet du Parti socialiste et dans les promesses de François Hollande de effectivement baisser le taux d'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices. Il y a d'autres mesures qui ont été prises. Je parlais tout à l'heure du crédit d'impôt compétitivité emploi. C'est pas un petit détail. C'est 20 milliards d'euros par an pour que les entreprises puissent investir massivement. C'est un sujet majeur. Donc il y a l'investissement. Encore une fois, dans la recherche, dans l'innovation, c'est comme ça que la France s'en sortira à long terme. Vous savez, il n'y a pas d'autre voie pour moi. Je ne crois pas du tout à cette histoire de coût du travail. Le coût du travail, malgré tout, le gouvernement qui annonce qu'il veut réduire les charges, mais en même temps, le 1er janvier, elle va augmenter pour certaines, sur les régimes complémentaires Agir, Carco, sur les retraites. On a un coût du travail en France de 35,47 €, 35,47. La moyenne de la zone euro, c'est 29,06. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais vous savez, là, on ne va pas se comparer à la Grèce ou à la Pologne. Ah non, l'Espagne va un petit peu moins de 21. En gros, on a le même coût du travail que l'Allemagne. Là encore, pardonnez-moi, mais par contre, les charges ne sont pas les mêmes. Entre le salaire net et les charges. Tout compris, c'est-à-dire charges plus. Vous avez raison de parler des charges parce que c'est une spécificité, c'est une question qui va se poser dans la réforme fiscale. Vous évoquiez l'idée de baisser l'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui réinvestissent. On a proposé aussi de le baisser pour les petites entreprises parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les entreprises du CAC 40, elles payent 8% d'impôt sur les sociétés, et les petites 33%, il y a un problème. Et puis l'idée qu'on a notamment, et moi je suis en charge de ça à l'Assemblée nationale, sur le financement de la protection sociale, aujourd'hui ça pèse sur l'emploi et sur les salaires, et l'idée qu'on a, c'est de transférer ça sur l'ensemble de la valeur ajoutée pour qu'au fond les entreprises ne réfléchissent pas en fonction de l'emploi ou des salaires, mais simplement elles produisent, elles créent de la valeur ajoutée. C'est la valeur ajoutée qui est taxée. Ça, c'est une mesure qui est favorable à l'emploi. Il faut faire ça tranquillement, il faut étaler ça sur beaucoup d'années, parce qu'évidemment, les entreprises ne doivent pas avoir de choc et elles doivent avoir la lisibilité que j'évoquais tout à l'heure. C'est bien les annonces, très bien, mais Bertrand Martineau, ce que vous nous expliquez dans votre livre, Le chômage, inverser la courbe, vous dites, attention, les effets d'annonce, le marketing politique, ça ne suffit plus. Oui, là, on parlait par exemple des charges sociales. Bon, je crois qu'il y a un assez grand consensus pour dire que baisser les charges sociales, qui pèsent effectivement en France beaucoup plus que dans les autres pays, à l'exception de la Belgique, je crois, sur le travail, serait évidemment une très bonne chose. Mais je crois qu'il faut arrêter les jeux de bonneteau. C'est-à-dire que là, Jean-Marc Germain évoquait une taxation à la valeur ajoutée, une cotisation à la valeur ajoutée. Bon, vous savez depuis quand on en parle? Le premier rapport qui a été fait pour l'institution d'un changement d'assiette pour porter sur la valeur ajoutée, il date de 1980, qui avait été fait par l'inspection des finances, un certain monsieur Henri de Castres, qui a fait du chemin depuis. Bon, donc, et on en a reparlé sous Jacques Chirac, il y a eu un rapport en 88, etc. Donc, je crois qu'il faut arrêter les jeux de bonneteau. On a un problème de niveau des prélèvements obligatoires en général, et il faut une baisse franche, massive, des prélèvements obligatoires pesant sur le travail, gagés non pas par des hausses d'impôts ailleurs, mais tout simplement par une baisse de la dépense publique, et je vous assure qu'il y a de quoi faire. Oui, Benaouda Abdeldaïm, aussi ce qu'il faut, c'est de la croissance. Est-ce qu'on a chiffré la croissance nécessaire pour arriver à un retournement de la situation en termes d'emploi ?
Si vous prenez les choses du bon côté, vous pouvez voir qu'il y a certains prévisionnistes de grandes banques étrangères, comme la Deutsche Bank ou Citigroup, qui voient la France passer devant l'Allemagne en termes de croissance économique entre 2015 et 2017. Donc voilà, a priori, la France peut rebondir, tout du moins selon la Deutsche Bank ou Citigroup, donc est passée devant l'Allemagne. En revanche, dire à partir de quel seuil exactement on peut recréer de l'emploi, on voit que les institutions économiques internationales comme l'OCDE, le FMI, la Banque mondiale ne tiennent plus le même discours. Avant, c'était 1,5%, c'est le seuil, c'est le bon seuil. Maintenant, il y a une telle destruction de capital de production, une telle destruction de capital humain pendant cette crise depuis 2008 qu'on ne sait plus exactement, qu'on ne peut plus dire exactement quelle est la capacité de production à partir de laquelle l'économie française peut recréer durablement de l'emploi, cet emploi durable dont parle le président de la République. Oui, simplement aussi, je m'adresse à celui qui le secrétaire général de centaines de milliers de petites entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi autour de Pôle emploi? Est-ce que Pôle emploi a tous les outils nécessaires? Est-ce qu'on accompagne bien, suffisamment les chômeurs? Est-ce qu'on se différencie bien chacun des chômeurs? Est-ce que vous avez spontanément envie de frapper à la porte de Pôle emploi pour dire j'ai besoin et j'ai envie de recruter? Jean-Hugues Duménil. La réorganisation de Pôle emploi, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et c'est vrai que l'organisation et les effectifs salariés de Pôle emploi ne suivent certainement pas la progression de la courbe du chômage. Donc il ne s'agit pas de leur jeter la pierre, simplement ce qu'on constate, nous on voit régulièrement arriver des chefs d'entreprise qui tout simplement n'utilisent pas les services de Pôle emploi. Parce que quand ils cherchent à recruter une secrétaire, on leur envoie quelqu'un qui sait ni lire ni écrire, donc ça arrive une fois, deux fois et puis la troisième, il dit je vais me débrouiller tout seul. Pourquoi Bertrand Martineau, c'est aussi ça la réalité. Les conseillers ne bénéficient pas d'assez de formation, ils sont pas nombreux, ils sont débordés. Comment se fait-il que Pôle emploi, doté de tous les moyens que l'on connaît, finalement n'arrive pas à répondre aux demandes de Jean-Hugues Duménil? Déjà, vous savez, la subvention, pour fixer les idées, la subvention de l'État à Pôle emploi, c'est 1,5 milliard d'euros, c'est-à-dire c'est la moitié de ce qu'on consacre aux emplois aidés non marchands. Donc ça, déjà, si on avait plus de capacité d'accompagnement sur Pôle emploi, mais sur les autres opérateurs, je pense aux opérateurs privés, aux missions locales, etc., peut-être que ce serait un peu plus efficace. Bon, maintenant, on ne peut pas non plus augmenter les moyens de Pôle emploi à l'infini. Je pense que le défi qu'a Pôle emploi dans les années qui viennent, et c'est le tournant d'ailleurs qu'il a pris à partir de 2012, début 2012 en fait, c'est de concentrer davantage les moyens sur les entreprises qui ont des difficultés de recrutement et sur les demandeurs d'emploi qui ont vraiment besoin de Pôle emploi. Parce que ce qu'on ne dit pas assez dans ce pays, c'est que, fort heureusement, une grande partie des demandeurs d'emploi n'a pas besoin de Pôle emploi. Il faut rappeler que la première façon de retrouver un emploi dans ce pays, comme dans tous les autres pays occidentaux, c'est par le réseau, par des démarches individuelles, etc. Et ce qu'attendent les demandeurs d'emploi, c'est essentiellement des soutiens ponctuels. Il n'y a que les chômeurs vraiment en difficulté, on va dire un gros tiers peut-être, qui ont vraiment besoin d'un soutien de Pôle emploi. Et pour ces personnes-là, il faut que Pôle emploi soit très intensif, effectivement. C'est ce qui est en train de se faire progressivement. On passe d'une culture un peu ANPE qui était un peu universaliste à une culture un peu plus segmentée où on aide davantage ceux qui en ont plus besoin et aussi, et c'est pas encore suffisant, effectivement, les plus petites entreprises à recruter. Et peut-être une des difficultés qu'on a aussi, c'est tout simplement les résultats sur objectif, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est plus facile de faire du chiffre de placement de demandeurs d'emploi avec une grande entreprise qu'avec 25 PME. Donc malheureusement, les gens qui sont confrontés à ça, ils tiennent aussi compte de cet élément-là. Bon, on va se retrouver dans un instant, les décodeurs de l'écho. On parlera communication, on parlera stratégie politique aussi. François Hollande qui, depuis un an, chaque fois qu'il met le pied dehors, sur le terrain, en province, à Paris, répète, on va inverser la courbe du chômage. Est-ce que c'était pas un pari un peu risqué, un pari politique, justement? Est-ce qu'on n'a pas dramatisé? Restez avec nous, les décodeurs de l'écho reviennent encore pendant une dizaine de minutes ce soir sur BFM Business. Les décodeurs de l'écho. Sur BFM Business, l'écho, c'est clair. Ce soir à 21h sur BFM Business. On ne l'a pas surnommé Magic pour rien. Superbe passe intérieure de Magic. C'était un vrai meneur de jeu. Ses coéquipiers le suivaient et son intuition était toujours la bonne. Propriétaire des Lakers, Jerry Buss offre à Magic la plus importante et la plus longue extension de contrat de l'histoire de la NBA. 25 millions de dollars pour rester un Laker pendant 25 ans. J'étais stupéfait. Mon père m'a dit, il y a vraiment autant d'argent que ça dans le monde? Je lui ai dit, tu sais, je vais utiliser cet argent pour quelque chose de bien.
Je ne vais pas le gâcher. Quand il arrive quelque chose comme ça, on découvre qui sont nos vrais amis. Ceux pour qui on compte vraiment. Malgré l'atmosphère malsaine qui entoure les sujets tels que la séropositivité et le sida, Magic choisit de l'annoncer publiquement à la surprise générale. Je songeais à reprendre ma carrière en NBA et beaucoup de joueurs s'y... BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. C'est le président de la République qui réagissait donc ce jeudi soir aux chiffres de l'emploi, les chiffres du chômage du mois de novembre, plus 1,5%, 17 800 demandeurs d'emploi supplémentaires. François Hollande qui expliquait l'inversion de la courbe du chômage est bien amorcée. C'est vrai, cette petite phrase d'inverser la courbe qu'il avait tenue en septembre 2012 sur le plateau de TF1 est devenue le maître mot, la doctrine de ce début de quinquennat. Alors, à tort ou à raison? Autre réaction ce soir dans les décodeurs de l'écho, celle de Florian Philippot, c'est le vice-président du Front National. On voit bien que François Hollande a complètement raté son pari de l'inversion de la courbe du chômage, alors qu'il a essayé d'acheter très artificiellement à coup de dettes et à coup de contrats aidés extrêmement coûteux pour les finances publiques cette baisse artificielle du chômage. Pari raté, pari non tenu, ce qui est tout à fait logique puisqu'il continue, comme ses prédécesseurs de l'UMP, une même politique ultralibérale d'ouverture totale des frontières. Il continue avec l'euro qui nous désindustrialise. Il est donc logique qu'on ne crée pas de richesse, qu'on ne crée pas de valeur et donc qu'on ne crée pas d'emploi en France. Florian Philippot, le numéro 2 du Front National, donc tout à l'heure sur BFM TV. C'est vrai, tout à l'heure on en parle dans le salon d'accueil, Bertrand Martineau, vous me disiez, c'est quand même intéressant ce qui se passe, cette dramatisation, on voit cette déclaration officielle de Michel Sapin à 18h, donc allocution officielle. On se serait cru à un deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est vrai que mois après mois, voilà, on fait monter un petit peu la pression. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu dramatisé, donc, François Hollande n'a-t-il pas dramatisé finalement chaque mois de répéter en permanence, on va tenir cet objectif. Bertrand Martineau, c'est la première fois qu'on voit un tel scénario. Oui, enfin, il y a effectivement de la part de tout l'univers politico-médiatique une sorte d'hystérisation autour de ce chiffre et qui, encore une fois, c'est un point, donc ça ne fait pas une tendance. Donc, encore une fois, j'insiste, il ne faut pas surinterpréter. Vous le disiez tout à l'heure, exactement, Bertrand Martineau, on est dans une phase de stabilisation. Oui, voilà. Je crois qu'à peu près tout le monde, si on veut être objectif, devrait être sur cette ligne-là. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une stabilisation, depuis d'ailleurs maintenant un certain nombre de mois, donc c'est bien, le chômage n'augmente plus. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne voit pas très bien d'où viendrait une baisse. C'est-à-dire stabilisation, ça ne veut pas dire baisse. Donc c'est à mon avis, là où il faut travailler tous ensemble sur des propositions, c'est plutôt que faire pour que ça baisse. Bon, ça y est, c'est stabilisé, c'est mieux que rien. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que je ne vois pas très bien d'où viendrait la baisse. Jean-Marc Germain, François Hollande, il n'a pas suscité une trop forte attente justement autour de cette inversion de la courbe du chômage. Promesse peut-être risquée pour lui, parce que si elle ne vient pas, justement, c'est pas comme ça qu'il va pouvoir remonter dans les sondages. On sait qu'il y est très très bas avec son Premier ministre. Vous avez raison de dire que c'est risqué, mais pour moi c'est le courage en politique. Qu'est-ce qu'attendent de nous les Français quand vous regardez toutes les enquêtes d'opinion, quand on entend ce qu'on nous dit sur les marchés? La préoccupation numéro 1, c'est l'emploi. Pour 60% des Français, alors que, entre guillemets, pas 60% des Français, Dieu merci, sont au chômage. Parce qu'il y a l'angoisse d'être au chômage. Il y a ces enfants qui peuvent être au chômage, ou des relations, ou des amis. Donc ça angoisse, ça sclérose la société française. Et le courage en politique, c'est justement de ne pas biaiser avec ça et de dire que la priorité du pays, ça doit être la baisse du chômage. Et moi, je trouve qu'il a eu raison de faire ça, mais ça lui est effectivement reproché en ce moment. Ça explique une partie de sa faible cote dans les sondages. Deuxièmement, et c'est la question au fond fondamentale qui vient d'être posée, c'est comment est-ce qu'on va y arriver ? Ça, la question qui se pose aujourd'hui. La stratégie du gouvernement, elle est très claire. Elle est européenne, j'en ai parlé tout à l'heure. Elle est industrielle et c'est très important. Il faut que nos entreprises retrouvent leur place, gagnent des parts de marché dans la mondialisation. Et ça passe par la recherche, ça passe par l'innovation. Et c'est ce qu'on est en train de faire, mais ça prend du temps. Et puis on n'en a pas parlé ce soir, mais c'est aussi très important. C'est la France souffre d'un problème d'offre, c'est ce qu'on est en train de dire sur les entreprises. Il faut qu'elles soient plus performantes, mais aussi d'un problème de demande. Et c'est un peu la spécificité. C'est une des premières fois dans notre histoire où on a les deux problèmes en même temps. Sauf que la demande, entre guillemets, c'est-à-dire que les entreprises n'ont pas de carnet de commandes,
commande, ils sont vides, vous le disiez tout à l'heure, et vous le savez très bien en tant que représentant de la CGPME. Relancer la demande quand on n'a pas d'argent, c'est difficile. Mais on essaie de le faire. On le fait notamment par les logements, parce que vous savez qu'aujourd'hui, pour les personnes qui n'ont pas de logement social, dans le budget, ça représente 40% les dépenses pour le logement, et donc il y a un système de plafonnement des loyers qui est mis en place. Et on le fait aussi, Benoît Hamon vient de porter une très belle loi sur la consommation, par exemple pour baisser les prix des lunettes en mettant de la concurrence, par exemple pour baisser les prix des assurances. Donc vous voyez, on agit sur tous les leviers. Moi, j'y vois très clair sur la façon dont on va arriver à baisser le chômage l'année prochaine. Nous devons y parvenir coûte que coûte, répétait François Hollande. L'objectif est tenable. On est tout près du but au Conseil des ministres. C'était lundi, le Conseil des ministres, dernier Conseil des ministres de 2013. 2 exigences attendent le gouvernement, celle de faire reculer durablement le chômage, celle de renouer durablement avec la croissance. Jean-Hugues Duménil, il a raison donc François Hollande de s'accrocher, de faire cette promesse? Il a raison évidemment de s'intéresser à la question de l'emploi. Ceci dit, moi ce que je regrette un peu, c'est qu'on ne joue pas, on n'insiste pas suffisamment sur le rôle moteur des entreprises. C'est-à-dire que c'est pas le gouvernement, c'est pas le Parlement qui va décréter la reprise de l'emploi, ce sont les entreprises dans le secteur privé qui vont créer des emplois. C'est là-dessus qu'il faut insister. Donc il faut créer les conditions pour rétablir la confiance. On a parlé de l'investissement tout à l'heure qui est en baisse. On pourrait parler du taux de marge des entreprises qui a jamais été aussi faible depuis 85. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Et ensuite, les emplois, ça viendra derrière. Bertrand Martineau. Oui, je rebondis sur ce que disait Jean-Marc Germain. Les sujets de concurrence ne sont pas tout à fait déconnectés, c'est le moins qu'on puisse dire, des sujets d'emploi et de pouvoir d'achat. Oui, je sais, puisque notamment un des problèmes qu'on a, c'est le très très mauvais fonctionnement du marché du logement en France, qui fait que les prix locatifs sont beaucoup plus élevés qu'en Allemagne par exemple, et ce qui pèse évidemment sur le pouvoir d'achat et ce qui pose un problème indirectement sur le marché du travail. Donc c'est un point qui est très important. Même chose pour les médicaments en vente en grande surface, etc. Donc on a des blocages à tous les étages. On a évoqué le SMIC, les charges. On pourrait parler de l'assurance chômage. Et puis s'agissant des jeunes, il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est l'alternance. L'alternance est en assez forte diminution, puisqu'on perd 34 000 alternants à fin octobre par rapport à fin octobre de l'année dernière. Et c'est quelque chose d'assez inquiétant, puisque c'est de loin la forme d'embauche la plus insérante pour les jeunes qui sont un peu en délicatesse avec le système scolaire. Et là-dessus encore, il y a un certain nombre de mesures malheureusement qui ont été prises qui ne vont pas dans le bon sens sur la suppression d'aides aux entreprises qui emploient des apprentis. Juste puisque je vous tiens, Jean-Hugues Duménil et puis tous les autres, on a parlé du chômage, l'autre gros dossier, le gros dossier donc à venir aussi pour 2014, les règles de l'assurance chômage donc qui vont être renégociées, dossier explosif nous dit-on, discussion qui avait déjà été repoussée donc au mois d'octobre. C'est Isabelle Golens qui nous l'expliquait ce matin sur BFM Business. L'idée c'est de mettre un terme au déficit du régime de l'assurance chômage qui se creuse tous les ans de 5 milliards d'euros. Alors on a des partenaires sociaux qui ne sont pas du tout du même avis. On avoue, le patronat, donc, est-ce qu'il faut parler de dégressivité des indemnités chômage sans toucher aux cotisations? On a les syndicats qui ne sont pas d'accord, qui disent l'allocation chômage qui reste un filet de sécurité. On a le gouvernement qui ne veut pas toucher aux indemnités. On arrive à quoi, donc, en 2014, Jean-Hugues Duménil? On arrive, espérons-le, à un système qui soit incitatif à la reprise de l'emploi. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à concilier à la fois ce qu'on appelle l'assistanat et puis la reprise de l'emploi, de diriger les gens pour qu'ils aient intérêt à reprendre un emploi. Et puis, il y a un certain nombre de sujets qu'il va falloir attaquer frontalement. On parlait des finances du régime d'assurance chômage. Il y a la question des intermittents du spectacle, qui est absolument scandaleuse à l'heure actuelle, où pour 1 euro versé, je crois que c'est 3 euros, 4 euros qui touchent de l'autre côté. Enfin, je veux dire, ça aussi, il va falloir le mettre sur la table, parce qu'on ne peut pas avoir des rentes de situation, qu'on puisse avoir une politique en matière de culture, pourquoi pas. Maintenant, c'est pas aux entreprises de porter, donc il faut revoir ce système et regarder quelle sera la place de l'État dans le nouveau dispositif. Juste un mot, Jean-Marc Germain, un dossier explosif comme celui des intermittents du spectacle, on y touche ou pas? Vous savez, moi je suis, et vous le disiez tout à l'heure, pour qu'on fasse des économies parce que c'est très important. Et c'est la responsabilité politique de regarder que chaque euro soit bien dépensé. On sort par exemple de la loi de financement de la sécurité sociale, on a regardé comment dépenser moins sur le médicament, en développant par exemple ce qu'on appelle les biosimilaires, en développant la distribution des médicaments à l'unité. Donc je pense que c'est un devoir de chacun. Mais sur l'assurance chômage, très franchement, avec les chiffres que vous avez évoqués sur la durée du chômage, enfin c'est pas quand on passe
plus de temps à retrouver du travail qu'il faut réduire le temps pendant lequel on est indemnisé. Donc s'il y a bien une seule économie qu'il ne faut pas faire en période de crise, c'est bien celle-là. En revanche, il y a un dossier... Ça nous annonce des débats très tendus. Il y a un dossier dont on n'a pas parlé. C'est comme si vous aviez un accident avec votre voiture et puis on vous dit non, vous n'êtes plus assuré, excusez-nous parce qu'il y a eu trop d'accidents de la route cette année. C'est pas possible. Pour moi, ce serait vraiment une tromperie vis-à-vis de ceux qui se sont assurés. En revanche, il y a un dossier qui est fondamental, on n'a pas eu le temps d'en parler ce soir, c'est celui de la formation professionnelle. Vous savez que le gouvernement va déposer un projet de loi le 22 janvier qui va traiter de plein d'aspects. On parlait de l'apprentissage, mesure très importante qui dépend beaucoup de la conjoncture aussi, c'est pour ça que ça se réduit, mais enfin il faut développer l'apprentissage, on s'insère très bien, mais aussi la formation pour les chômeurs, notamment parce qu'ils ne sont pas assez bénéficiaires de la formation aujourd'hui. Ce sera le grand chantier de 2014. Jean-Hugues Duménil. Oui, malheureusement, tout simplement parce que cet accord est un accord qui a été calibré davantage pour les grandes entreprises que pour les PME. C'est pour ça que le MEDEF a signé et que vous avez refusé de signer. En résumé, c'est ça. Voilà. Tout simplement. Elle est bien la méthode Hollande quand même, depuis un an, l'ANI, la formation, de mettre tout le monde autour d'une table. Mais je ne crois pas que ce soit la méthode Hollande. Les partenaires sociaux ont négocié depuis des années des accords sous les mandatures précédentes et sous la mandature actuelle. Donc c'est pas plus la méthode Hollande que la méthode précédente. Merci à tous. Merci à tous nos décodeurs de l'écho. Ce soir, il y avait Jean-Marc Germain, député socialiste du département des Hauts-de-Seine, Benaouda Abdeldaïm, éditorialiste à BFM Business. Tiens, Benaouda, on sera ensemble. Samedi matin, 8h pour Good Morning Weekend. Bah oui, on n'arrête pas justement. On est là toutes les vacances, toutes les vacances de Noël. Les décodeurs de l'écho, les bons éditorialistes économiques. Bertrand Martineau, je rappelle, chômage, le chômage, inverser la courbe. Oui, on est en plein évidemment dans le sujet ce soir. Et puis Jean-Hugues Duménil, secrétaire général de la CGPME. Allez, encore une fois, de bonnes vacances si vous y êtes. Bonne fête de fin d'année. Rediffusion 23h30 tout à l'heure sur BFM Business. Donc Good Morning Weekend à la radio à 8h. Et puis on reviendra les décodeurs de l'écho lundi soir à 19h à la télé, à la radio sur BFM Business. Bonne soirée, bonne nuit. BFM Business, numéro 1 sur l'économie.